Bonjour à tous, c'est un jeune coureur prometteur de 25 ans. Il a brillé sur des grandes courses à un haut niveau. Il a participé à 2 reprises sur le Tour de France. Et désormais, cet hiver, il prend son envol direction une équipe étrangère. Aujourd'hui, c'est la face cam de Mathis Louvel. Salut Mathis, Bonjour, merci de nous recevoir ici, chez toi, en Normandie, entre avec plaisir. deux Ouais. saisons. Alors Mathis, présente-toi un petit peu. Je m'appelle Mathis Louvel, j'ai 25 ans, ça fait maintenant 5 ans que je suis coureur professionnel, donc je suis toujours resté au sein de l'équipe Arkea Samsic et après Arkea BNB Hotel. Pendant l'intersaison, j'ai changé d'équipe, donc voilà, je vais découvrir une nouvelle aventure et des nouveaux projets, voilà. Alors là, on est chez toi, hein, ici en Normandie. C'est la période en fait entre les deux saisons un petit peu. Comment se passe ton hiver et comment se passe un petit peu cette pause? Très bien, très bien. Là, c'est la fin de la pause, donc j'ai fait un mois complètement sans sport. Je viens de reprendre là tout juste les entraînements tranquillement et c'était une bonne coupure. Je me suis bien reposé, je me suis bien ressourcé, j'ai pu partir en vacances au soleil, donc ça a vraiment fait du bien. Motivé et prêt pour réattaquer la nouvelle saison. Alors, première question et la plus importante, comment t'es venue la passion du cyclisme? Ah, c'est une passion familiale dans ma famille du côté de mon père. Mon père fait du vélo, ses frères font du vélo, mon grand-père faisait du vélo, donc il y avait un peu des vélos partout dans la maison et mon père au début voulait pas spécialement que je fasse de vélo, en tout cas pas si jeune. Donc j'ai commencé par faire du judo et puis rapidement je tournais en rond dans le jardin à la maison avec mon petit vélo. Mes parents se sont dit que ce serait peut-être bien de me prendre une licence finalement et puis dès le premier entraînement j'ai tout de suite adoré être avec les copains etc. Ouais, j'ai tout de suite accroché. Alors, ton parcours amateur, donc ta première licence, tu la prends donc au VC Catenay. Donc ça va durer un peu plus de 10 ans, hein, toutes tes petites catégories, hein, l'école de vélo, minime, cadet. Ensuite, tu vas prendre la direction du CC Nogent-sur-Oise, puis le Vélo Scrubron 76, donc proche de chez toi. Comment se passe un petit peu ces premières années sur le vélo? Moi, de base, je faisais vraiment du vélo pour m'amuser, me faire plaisir, être avec les copains, à l'entraînement. J'avais quand même un bon esprit compétitif, j'aimais bien gagner des courses, etc. Mais chez les tout jeunes, je pensais jamais à faire de ça mon métier plus tard. En fait, c'est venu progressivement au fur et à mesure des années, de ma progression, etc. En cadet, enfin minime cadet, j'étais pas super super doué, on va dire. Et puis fin cadet, j'ai commencé à bien progresser. En junior, j'ai eu la chance de partir dans l'équipe junior de Nogent avec Philippe Jadas. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'intersaison, mais j'ai vraiment progressé d'un coup. J'ai fait une bonne année de junior 1 sans non plus exploser, mais une année correcte. Et puis mon année de junior 2 s'est très bien déroulée avec beaucoup de sélections en équipe de France, etc. Et là, j'ai commencé à me dire que peut-être si je m'en sortais bien dans le futur, j'aurais peut-être une chance de faire du vélo mon métier, de faire de ma passion mon métier. Et puis après, les débuts chez les espoirs, chez les grands en DN1, c'était un peu dur au début parce que le cran était vraiment très élevé à la sortie des juniors, le niveau était vraiment relevé. Mais je me suis bien adapté et j'ai pris beaucoup de plaisir à performer. Puis au final, j'ai signé un contrat chez les professionnels après 2 ans, donc ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt positif du coup. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a un moment réellement dans ce parcours junior espoir où tu as senti que ta carrière allait prendre un tournant? Il y a quand même eu une victoire importante dans ma carrière chez les jeunes en espoir. C'est quand j'ai gagné à la Ronde de l'Isard. Là, c'est quand même une course phare chez les Réputé chez les espoirs. jeunes? J'ai gagné la dernière étape. Et là, je me suis dit en rentrant dans la voiture, c'est dans les Pyrénées, donc il y a un peu de route pour rentrer le soir. Il y avait pas mal de route et je me suis dit dans la voiture en rentrant, peut-être que je vais signer un contrat chez les professionnels. Je vais peut-être avoir la chance
d'avoir une opportunité. Et puis après, quand j'ai fait aussi mon podium au championnat de France à Beauvais, en Espoir 2 aussi, bah là, ça s'est encore plus concrétisé dans ma tête. Et surtout que c'est ce soir-là que j'ai reçu un coup de téléphone pour me dire que j'allais signer mon contrat. Donc, ouais, voilà, c'est un peu ces deux moments clés sur la fin en tout cas. Tu le prends comment ce coup de téléphone quand tu sais que tu vas signer ton premier contrat professionnel? Bah, j'ai pas répondu, j'étais sous la douche. Ah ouais? Et du coup, bah, c'était Emmanuel Hubert, manager de l'équipe Arkea, qui m'appelait. Et j'étais sous la douche, donc j'ai pas répondu. Je me suis dit, oh, ça doit sûrement être un journaliste. Je rappellerai après. Je voulais aller profiter avec mes proches et mon encadrement qui était encore sur place. Et c'est en revenant vers mes proches que mon DS à l'époque, Jean-Philippe Pion, me prend dans ses bras. Et je pensais qu'il voulait juste me reféliciter pour ma place, etc. Et en fait, dans l'oreille, il me dit qu'il a eu Emmanuel Hubert au téléphone et que l'année prochaine, je ne serai plus avec lui. Donc, bah, c'est un moment gravé à vie dans ma tête. Oui. Là, tout s'enchaîne, du coup, forcément, après, c'est. La première pensée, elle va pour qui? Pour les parents qui t'ont toujours accompagné, pour les coéquipiers, pour ton travail à toi? Bah, principalement pour mon travail à moi. Je pense que même si c'est un sport d'équipe, c'est quand même beaucoup de travail individuel. Et bah, j'ai principalement pensé à moi, tous mes sacrifices, etc. Ma jeunesse un peu sacrifiée, on va dire. Bah, je me suis dit que ça n'a pas servi à rien. Et après, forcément, j'ai pensé à mes parents, qu'on sacrifiait beaucoup de choses aussi, eux, quand j'étais jeune, pour m'emmener sur les courses, m'acheter du matériel, etc. Et puis pour mes encadrants, mes amis, enfin après, tout s'enchaîne. Et voilà, c'est super. Donc 2020, donc, l'année du passage chez les professionnels, dans le peloton pro. Mais 2020, c'est aussi une année marquée par la pandémie. Comment toi tu le vis, le fait de passer coureur professionnel, mais aussi bah, très vite d'arriver dans une saison où on est confiné, on peut pas forcément trop rouler. Tu le prends comment? Tu le vis comment? Bah, c'est sûr que c'était compliqué, mais je l'ai bien pris parce que je me suis dit, je préfère être à ma place, avoir un contrat chez les pros, que plutôt d'être chez les amateurs et un peu galérer dans mon coin, parce que là, en étant chez les pros, on était quand même bien entouré avec le staff de l'équipe, etc. Donc, ça s'est plutôt bien passé, même si c'était une saison complètement tronquée, mais tout de suite à la sortie du confinement, on a refait des stages, etc. pour très vite retrouver le niveau. Pendant le confinement, on a eu beaucoup de choses de mis en place pour garder une condition physique avec de la PPG, etc. Donc je préférais être à ma place et être déjà chez les professionnels qu'être chez les amateurs. Après, c'était quand même une saison particulière. Vraiment tronqué. J'ai fait que 30 jours de course, je crois, pour ma première saison, 34. Donc oui, c'est sûr que c'était différent. Et bah, c'était ma première saison chez les pros, mais ma première vraie saison, c'est l'année 2021. Justement, en 2021, tu en parles. À l'été 2021, tu remportes ta première victoire chez les professionnels sur le Tour de Castille et Léon. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'était assez fou ce jour-là, parce que je m'y attendais pas du tout. C'est une course où j'étais pas spécialement prévu d'aller. J'avais pas l'impression d'avoir des sensations super pendant cette période-là, mais bon, j'étais pas mauvais non plus, mais j'étais pas à mon top. Et bah, au final, la course s'est vraiment déroulée comme sur des roulettes, on va dire. J'ai pas eu besoin de réfléchir, tout s'est passé comme prévu. J'ai pris l'échappée en mettant un seul effort pour la prendre. On était une grosse échappée et puis on montait un long col de 10 km. Au sommet du col, il y a des coureurs de l'échappée qui ont fait le grimpeur. Moi, j'ai pas fait. Et j'ai contré après le grimpeur, on est reparti à 6 coureurs. Et après, au fur et à mesure des kilomètres, on résistait pas mal au peloton. Je me suis dit, ah, il y a peut-être une chance si on se débrouille bien que ça aille au bout. Et au final, on perd des gars qui étaient morts dans l'échappée, qui suivaient plus le rythme. Et donc, on se retrouve à 3 et à peut-être 20 km de l'arrivée. Les deux coureurs qui étaient avec moi, j'étais dans troisième position et dans un virage, ils glissent tous les deux, ils tombent. Et là, je me retrouve tout seul. Je dis dans l'oreillette, ils sont tombés, qu'est-ce que je fais? Je les attends. Le DS me dit non, tu les attends pas, tu fais ta Tu course. roules. Maintenant, c'est un chrono et tu vas à fond jusqu'à la fin. Et bah, après une fois tout seul, je savais que j'étais un bon rouleur, donc pour eux, ça allait être quand même compliqué de rentrer sur moi. Et au début, j'ai pas du tout pensé à la victoire ou quoi que ce soit. Je me suis juste concentré sur, ok, il reste tant de kilomètres, tant de temps. Je sais que je peux tenir une puissance de tant de watts.
et je me suis juste calé sur mon compteur sans réfléchir à rien, sans regarder les écarts, sans regarder derrière moi, parce que je savais que si j'arrivais à faire ça, il y avait peu de chances qu'ils arrivent à me rattraper derrière, et puis au final, ça l'a fait, et puis c'est juste dans les 2, 3 derniers kilomètres, en plus j'ai eu la chance d'arriver tout seul, donc j'ai pu vraiment profiter, Savourer. savourer, voilà, c'est ça, et puis bah, c'est une explosion de joie, gagner une course chez les professionnels, c'est quand même incroyable. C'est quoi le sentiment quand tu passes la ligne, le sentiment qui te passe par la tête à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on ressent? Ah, j'étais comme un fou, je me souviens d'hurler comme un malade, j'ai tapé dans le dos de mon assistant après la ligne, enfin, j'étais vraiment bah, sur une autre planète, quoi. Ouais, c'est compliqué de mettre des mots là-dessus, mais c'est vraiment beaucoup de travail qui s'accomplissent. Après, bah, c'est sûr que c'était un peu loin de chez moi, je connaissais personne là-bas, etc. Mais ça reste une course, quand on regarde le palmarès, même si cette année-là c'était un peu différent, parce que c'était une course que d'un jour, alors qu'avant c'était une course par étape, mais quand on regarde le palmarès, il y a quand même des beaux Des noms qui beaux noms. ont gagné cette course, donc ouais, j'étais vraiment, vraiment très, très content. Ouais. En 2022, donc la saison suivante, une saison plus de confirmation, où tu participes à de nombreuses courses de renommée, Paris-Nice, les classiques, le Critérium du Dauphiné, et ta première sélection pour le Tour de France. Et un nouveau succès, ça ajoute à ton palmarès aussi, encore à l'été, quasiment un an après. Cette saison 2022, est-ce qu'elle met définitivement un terme à l'étiquette néo-professionnelle que tu étais peut-être auparavant? Bah, je pense que déjà la victoire la saison passée, dans ma tête, ça a changé beaucoup de choses, ça a ouvert pas mal de portes et ça m'a vraiment donné beaucoup, beaucoup de confiance. Ce qui est le plus important chez moi parce que c'est ce qui est le plus dur à avoir, en tout cas pour moi. Donc déjà, dans la tête, j'étais plus le même coureur. Et bah, c'est sûr que l'équipe m'a aussi fait confiance. Donc j'ai eu un programme très chargé avec beaucoup, beaucoup de courses World Tour. Et c'était déjà une saison réussie très rapidement dans la saison parce que j'ai fait des beaux résultats sur les classiques flandriennes, avec de nombreux top 20, etc. Donc c'était déjà une très belle satisfaction pour moi. Et bah, c'est sûr que ma sélection pour le Tour, elle s'est décidée juste avant Paris-Roubaix quasiment, donc longtemps avant. Et bah, c'était une vraie preuve de confiance. Et j'étais vraiment tranquille, je savais que je pouvais préparer mon premier tour sereinement et que si j'étais pas blessé, etc., bah, j'allais être au départ du Tour de France et c'était incroyable. Donc ouais, c'est vraiment une saison charnière dans ma carrière, dans ma vie. Ouais. Et justement, cette saison, comme voilà, tu fais le Tour de France, tu fais aussi des classiques d'un jour, etc. Quel type de coureur finalement es-tu? Puisque voilà, Emmanuel Hubert il dit que tu es un puncher qui grimpe bien. D'autres parlent d'un coureur de classique, d'un coureur de classique d'un jour. Tu te revendiques comment? Bah, moi je me cherche encore un peu. Je pensais que chez les jeunes et amateurs, j'ai toujours été très polyvalent, même si je suis pas non plus un excellent pur grimpeur. Je m'étais dit qu'en arrivant chez les pros, j'allais trouver ma place assez rapidement. Mais en fait, j'ai réussi à performer sur plein de types de terrains différents. Et j'ai cette chance quand même de m'en sortir bien dans plein de terrains différents. Donc je peux pas être bon grimpeur toute la saison. Je sais que je peux me préparer pour bien passer l'école sur une période donnée, mais je peux pas être comme ça toute la saison. Après, moi, les courses que j'apprécie vraiment le plus, ça reste les classiques flandriennes, les courses d'un jour. Cette ambiance, cette atmosphère, c'est vraiment les courses qui me portent et que j'ai dans le cœur le plus. Après, bah, c'est sûr que le Tour de France, ça reste le Tour de France. Et c'est quand même là, quand on fait du vélo, on veut faire le Tour de France. Enfin, c'est la course qui porte le cyclisme. Donc, ouais, j'aime un peu tout. Mais bon, c'est sûr que je me considère plus comme un Flandrien qu'un coureur de grand tour ou quoi. Donc ton premier Tour de France, comment il se passe? Bah, ça se passe plutôt bien au final. Je m'attendais à ce que ce soit plus dur que ça n'a été. On avait un leader pour le classement général avec Nairo Quintana. Donc j'ai appris vraiment énormément de choses pendant ces 3 semaines et c'était quand même pas mal de pression parce que il était bien dans la course, bien positionné, etc. Donc c'était vraiment
super intéressant et en plus j'étais en super forme, surtout en fin de tour. Je pensais que ça allait être un peu l'inverse parce que j'avais vraiment beaucoup bossé, avant le tour et j'avais bien soufflé. Mais la première semaine, j'avais vraiment des sensations pas terribles, pas à mon niveau. Et je me suis dit, purée, quand même en troisième semaine, ça va être dur parce qu'on parle toujours de la troisième semaine, là où Manque de fraîcheur, etc. voilà. C'est plus compliqué. Et au final, donc la troisième semaine, c'était dans les Pyrénées. Mm. Et bah, ça s'est très très bien passé. J'avais des super sensations. J'avais pas du tout l'impression d'avoir fait 2 semaines de vélo avant. J'arrivais à grimper des cols, pas comme un grimpeur, mais il restait 35 mètres dans le peloton et j'étais encore là avec les leaders, quoi. Donc je me suis vraiment révélé des capacités que je connaissais pas en moi. Donc ça s'est vraiment très très bien passé. Ouais. Le Tour de France, c'est comment? C'est quel type de course? Est-ce que c'est vraiment à part? C'est quelque chose de différent? Comment tu le vis de l'intérieur? La récup, les transferts, le monde, les étapes très difficiles, la performance des coureurs aussi, des grosses équipes. Ouais, c'est la course la plus grande avec c'est le plus. Il y a beaucoup plus de médias, il y a beaucoup plus de spectateurs, il y a beaucoup plus de transferts, beaucoup plus de kilomètres, beaucoup plus d'étapes. Et au final, c'est un peu, moi je l'ai vécu un peu comme une machine à laver, comme si on prenait mon corps pendant un mois et que j'ai contrôlé plus rien sur ma vie et juste tu fais les choses qu'on te dit de faire, tu te lèves, tu déjeunes, tu fais ton vélo, enfin tu fais la course, tu montes dans le bus, tu remanges, tu penses directement à la récupération, machin, t'arrives à l'hôtel, les massages, et puis tout de suite il faut dormir. Donc en fait on vit quelque chose de super intense pendant un mois, mais sans vraiment vivre. C'est un sentiment assez particulier. Mais ça reste quand même une magnifique course. Les spectateurs sur le bord de la route, c'est incroyable. Partout où on va, il y a tout le temps du monde, tout le temps de la peinture sur la route. L'ambiance est vraiment, vraiment folle. Et ouais, ça reste la plus grande course. Malgré le contexte voilà, où c'est une compétition, c'est le Tour de France, c'est pas n'importe quelle compétition, est-ce que tu as le temps de savourer ou comme tu dis, tu es vraiment concentré sur l'effort, le rôle d'équipier auprès des leaders et tu peux pas forcément avoir quelques temps pour réfléchir un peu, dire waouh, je suis sur le Tour de France, voilà, je suis Bah, mon premier. il y a des moments où on peut pas, on est vraiment focus à 100%. On sait qu'on a une tâche et il faut la faire le mieux possible parce qu'il y a beaucoup de pression. Mais moi, j'ai aussi la chance et la malchance de pas être un coureur qui fait le classement général. Donc, une fois que je suis lâché, bah, tant que je sais que je vais finir dans les délais, en soi, l'étape, elle est finie pour moi et je finis tranquille, juste pour garder le maximum d'énergie. Et dans ces moments-là, quand c'est dans la montagne, on peut vraiment profiter des spectateurs. Dans l'école, en plus, on va pas très vite, donc on s'amuse avec eux. Je pense, que c'est important d'avoir aussi cette légèreté pour, dans les moments où il faut être focus à 100%, être vraiment, vraiment concentré et que ça se passe bien. Et je pense que c'est important de réussir à trouver la balance pour que ça se passe bien dans les deux sens. Tu as participé à deux Tours de France, donc le 2022 et 2023. Euh, on t'a vu à l'avant, tu as ouvert la route sur le Tour de France, mais tu as eu aussi un rôle d'équipier. Lorsque voilà, tu es jeune, tu es adolescent, tu vois Nairo Quintana se battre avec Christopher Froome, Alberto Contador dans des Tours de France super difficiles, où c'était magnifique le combat, et que tu te retrouves en fait à être son équipier, à le protéger, à être là pour lui. Qu'est-ce qui te passe dans la tête? C'est quoi la première réflexion que tu te fais? Bah, la première fois que je l'ai rencontré, j'étais vraiment comme un enfant qui rencontre une idole. Enfin, j'aurais jamais imaginé quand j'étais petit à regarder les courses à la télé, un jour courir avec lui dans son équipe et bosser pour lui. C'est vraiment incroyable. Et justement, je pense que c'est aussi une force parce que je pense que ça m'a vraiment motivé pour donner encore plus que les capacités que j'avais, me surpasser. Parce que justement, dans ma tête, c'était un grand champion, une grande star. Donc c'est toujours perturbant, mais après, il faut aussi essayer de passer outre ça et quand même réussir à se concentrer sur la course parce que si on est tout le temps là dans le peloton, ah, lui c'est mon idole, machin,
Quand il faut Mm. mettre le coup d'épaule ou le coup de coude, bah, on le met pas forcément. Et je pense que c'est quand même important de se dire, ok, c'est un champion, c'est une star, etc. Quand j'étais petit, j'aurais rêvé courir avec lui. Mais aujourd'hui, bah, tu fais le même métier que lui, tu as deux bras, deux jambes comme lui. Et je pense que c'est aussi important de garder ça en tête. Quand on est un jeune équipier et qu'on protège un leader de renom, comme Nero ou Warren Barguil par exemple, ça te met encore plus de pression? Ouais, toujours. Il y a toujours de la pression quand c'est des coureurs comme ça. Surtout que eux, ils se mettent énormément de pression. Donc, quand on voit les sacrifices qu'ils font, eux, tu sais que t'as pas le droit de te rater non plus. Et après, tu sais que si tu te rates, bah, tu vas te prendre une soufflante en montant dans le bus le soir. Donc, ça met une pression, mais c'est une pression positive. Et moi, j'aime bien cette pression-là, ça me booste pas mal. C'est déjà arrivé? T'as connu ça? Des soirs où tu rentres dans le bus où tu te fais un petit peu Ça m'est bousculer? pas trop arrivé, ça dépend un peu les gars avec qui on est. Oui, c'est sûr, ça arrive toujours, des débriefs un peu houleux, on va dire. Mais une fois que le débrief est fini, c'est fini, on passe à autre chose. Et c'est important de poser les choses directement pour pas qu'on ait d'arrière-pensée encore sur le long terme. Mais après, une fois que c'est dit, tout le monde dit ce qu'il a à dire, son point de vue, etc. On s'explique. Et après, voilà, le soir à table, on est tous copains. En tant que coureur français, quand tu participes au Tour de France, est-ce que tu te sens différent des autres coureurs cyclistes qui sont étrangers? Bah, on a forcément une attache un peu plus grande que les autres parce qu'on est dans notre pays, on peut avoir la chance de passer dans notre région, etc. Donc on a forcément une attache et une histoire plus importante que les autres. Mais après, je pense que le Tour, ça reste le Tour et pour toutes les nationalités, c'est la plus grande course. Et ouais, on a peut-être un peu plus de pression que les autres, mais je pense pas tellement. Est-ce qu'il y a des amitiés qui se créent ou de la sympathie entre coureurs? Parce que voilà, ça dure 3 semaines, c'est assez long. Voilà, parfois des galères ensemble, des bons moments ensemble, etc. Est-ce que avec d'autres équipes ou même avec tes équipiers, ça forge vraiment quelque chose de participer au Tour de France? Bah forcément, tu soudes des amitiés plus fortes quand tu vis des émotions si grandes que t'es épuisé, des choses comme ça, tu te soudes beaucoup plus que dans la vie de tous les jours. Après, aujourd'hui, avec le peloton actuel, je pense que c'est pas l'actualité de se faire des copains dans le peloton. Mais au sein de l'équipe, on est vraiment, vraiment soudés. Et quand on finit un tour avec des coureurs, il y a un lien qui se crée forcément et ça reste à jamais. Ce lien reste à jamais. Ouais. Tu as fini tes 2 Tours de France auxquels tu as participé. Euh, Tu as une édition préférée entre les deux ou pas 2022-2023? Bah, je pense que j'ai préféré l'année 2022 parce que c'était le premier, La première la fois. découverte, etc. Je savais pas du tout où j'allais mettre les pieds. Que 2023, je savais comment ça allait être, je savais comment ça allait se passer, etc. Et il y avait moins cette notion de découverte qui est importante pour moi aussi. Et ouais, je pense que 2022, j'ai préféré et puis j'étais aussi un peu mieux physiquement. Je me suis plus amusé en tout cas sur le Tour 2022 que le Tour 2023. Tu as douté parfois sur ces 2 Tours de France, de ta performance, de ton niveau, de savoir si tu allais rallier Paris ou pas? Non, j'ai jamais eu de journée Sans? sans dans la montagne où j'ai des jours où j'étais moins bien, mais j'ai jamais eu une journée à me dire mais là c'est impossible que je finisse, je vais pas passer le premier col. J'ai quand même un niveau en montagne qui me permet de toujours, enfin de jamais être dans le dernier groupetto. Donc j'ai un peu plus l'esprit tranquille, même si parfois quand je regarde le profil le matin de l'étape, j'ai un peu peur. Mais bon, souvent j'arrive à m'en sortir, donc ça va, j'ai pas trop galéré. Parfois, on voit des vidéos où, voilà, grâce aux petites caméras sur les vélos ou même des vidéos amateurs, etc., on voit parfois des coureurs tout seuls dans la montagne avant le groupe Eto, après le peloton maillot qui sont ça tout seuls entre guillemets, dans la pampa, dans la campagne. Ça t'est déjà arrivé un petit peu d'être tout seul sur un col, dans un effort, tu te dis je suis sur le Tour de France, mais je suis le seul coureur, je suis tout seul. Ouais, ça m'est arrivé sur mon tour 2022, la dernière étape de montagne. Donc après, le tour était quasiment fini, il n'y avait plus qu'un chrono et Paris, et ça devait être arrivé à Otakam, je crois. Ouais, c'est. Et
j'étais dans l'échappée matinale, mais on avait presque pas d'avance sur le peloton. On était une trentaine et on devait avoir une trente d'avance au pied du premier col. Donc ça a roulé à bloc le premier col. Au final, j'ai pété et après, il fallait vraiment que je donne le maximum parce que l'objectif, c'était de basculer le col pour après être avec Nairo et pouvoir l'aider dans Voilà, la l'équipier. petite transition. Et donc j'étais tout seul pendant la montée de ce col, à fond, à battre mes records de puissance. J'étais à bloc, comme si l'arrivée c'était au sommet. Après, j'ai retrouvé le peloton maillot jaune au sommet, ils étaient plus que 25-30. Et j'ai fait la descente à bloc devant le peloton maillot jaune, donc j'étais encore quasiment tout seul, je voyais personne. J'ai fait le pied du col d'après, où j'ai fait 2 kilomètres à bloc, donc devant. Et après, je me suis écarté, et là, de ce moment-là, j'ai fait le reste de l'étape tout seul. Donc j'ai quasiment fait toute l'étape tout seul. Et c'était vraiment incroyable parce que je savais que c'était la dernière étape de montagne et que au sommet du dernier col, le tour était fini. Tu savoures un petit peu. Donc j'ai vraiment profité. Et moi, je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime bien avoir ma tranquillité, être tout seul aussi. Donc j'étais vraiment content de faire cette étape de cette manière-là et de lâcher le peu d'énergie qui me restait pour profiter et vivre mon rêve pleinement. Donc si tu avais une étape sur le Tour de France qui t'est vraiment marquée, ça serait peut-être celle-ci du coup, ou peut-être une autre, un peu plus... Celle-là, elle m'a marqué et bah, aussi, c'est un peu cliché, mais l'étape des champs, Les champs, la première fois bien que je suis sûr. arrivé sur les champs, c'était vraiment incroyable aussi. Dans ma tête, je sais pas si si ça s'est vraiment passé comme ça aussi. Mes souvenirs se sont embellis avec le temps, mais dans ma tête, c'était vraiment incroyable. Avant d'arriver sur les champs, un silence impressionnant. Et puis plus on arrive, plus on entend, ça vibre, ça tape et ça monte en pression gentiment. Et puis après, on arrive sur les champs. On voit l'Arc de Triomphe au fond avec le coucher de soleil. Ah ouais. Dans ma tête, c'est vraiment une carte postale incroyable, quoi. Tu te dis, je l'ai fini, quoi. J'ai Ouais, fini le ouais, Tour de bah, France. tu sais quand tu prends le départ que c'est fini, mais là, ça se concrétise vraiment et c'est quand même une étape ultra mythique, rouler sur les champs. Enfin, moi, en plus, je suis né en juillet, donc tous les ans, quand je fêtais mon C'était anniversaire avec ma famille, c'était le week-end, donc c'était l'étape des le Champs-Élysées. Donc 25 juillet, c'est ça. tous les ans, je voyais l'étape des Champs le jour où on fêtait mon anniversaire. Donc c'est c'était c'est vraiment une journée particulière, ouais. Parce qu'en plus, toi, sur les deux éditions que tu as effectuées, la première, vous partez de Copenhague, au Danemark, et la deuxième de Bilbao, Ouais. donc au Pays Basque. T'as quand même le sentiment que tant que t'es pas en France, tu te dis Paris c'est vraiment loin. Certains disent que des fois quand tu rentres en France, déjà tu te dis Paris c'est moins loin. Est-ce que ça marque vraiment une différence de partir de l'étranger? Bah, comme j'ai fait que des départs de l'étranger, je peux pas avoir de comparaison, mais c'est sûr que dans ma tête, en tout cas, le tour, il avait vraiment l'impression de commencer quand on rentrait en En France. France. C'était des super étapes, que ce soit Copenhague ou Bilbao, il y avait du monde à fond sur la route, c'était une ambiance de malade, les gens étaient super contents de nous voir, c'était incroyable. Mais quand on est rentré en France, c'était encore une autre atmosphère, c'était le vrai Tour de France. Et après, bon, on fait que 2 ou 3 jours à l'étranger, donc quand on rentre en France, on sait que c'est encore très long, il y a encore beaucoup de chemin. Donc je me disais pas que Paris était tout proche en rentrant en France. Il y a beaucoup de chutes sur le Tour de France, plus maintenant, encore plus qu'avant. Une journée dans le peloton, c'est vraiment une journée de stress. Ça dépend des étapes. Il y a des étapes où ça se passe très bien, il n'y a presque pas de pression parce que on sait que c'est une départementale qui fait 9 mètres de large et il y a un col, donc ça va se faire à la jambe et Ouais, bien voilà, il n'y a sûr. pas de placement. Mais il y a des étapes comme en 2023, l'étape des pavés, où là on sait que le placement sur la ligne est déjà important parce que après ça va rouler à bloc et ce sera impossible de remonter. Et c'est ce genre d'étape où là c'est vraiment dangereux, il y a beaucoup de tension dans le peloton, c'est dur de faire sa place. Et quand on est sur une course d'un niveau inférieur où justement le niveau est plus bas, bah, c'est un peu plus facile de faire sa place, tu te mets un peu dans le vent et puis tu peux remonter des mecs comme ça. Mais quand tu es au départ du Tour de France, les mecs autour de toi, ils ont tous le même niveau, voire ils sont un peu plus forts que toi. Donc pour réussir à remonter, garder sa place, etc., c'est très dur et ça joue sur des petits détails. Et quand
tout le monde est un peu au millimètre, bah, c'est comme ça qu'il y a des chutes et Ouais, ça joue des coudes et là, c'est le. ça joue des coudes, c'est au dernier qui va freiner, etc. Donc c'est un peu stressant, mais ça fait partie du cyclisme aussi, savoir se positionner, frotter, garder sa position, parfois bloquer son adversaire pour pas qu'il passe devant. C'est plein de petites choses qui s'apprennent avec le temps, mais ça fait partie du vélo. Le vélo, c'est pas juste appuyer comme Bien un sûr. gros bêta, et ce serait trop facile sinon. Parfois, là, le stress, l'oreillette, l'hélicoptère, voilà, le bruit tout autour, t'arrives quand même à entendre les allez Mathis ou voilà, les proches au bord de la route, ou même des gens qui t'encouragent, t'arrives à entendre, c'est quand même très très compliqué, que ce soit sur le Tour de France ou des autres courses, hein. Comme, bah, ça dépend des moments, mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être 90% des proches qui sont venus me voir, que j'ai réussi à au moins entendre, pas forcément voir, mais au moins entendre. Après, quand on sait où ils sont, c'est un peu plus facile. Et après, ça arrive, quand on entend son prénom, ça fait toujours, l'oreille, elle se tend toujours plus facilement. Donc oui, ça arrive toujours plus facile d'entendre ça. Et puis, on voit aussi les pancartes, etc. Bon, moi, il n'y en a pas non plus des centaines au bord de la route avec mon Ouais. nom, mais on en voit quand même de temps en temps et ça fait vraiment plaisir. Ça donne un bon coup de boost. Mais je sais que souvent, l'organisation sur le Tour de France, ils sont très attentifs, justement, aux jeunes coureurs. Et je me rappelle que sur Instagram, etc., on t'avait mis un peu en avant, comme voilà, un jeune coureur français qui faisait le Tour de France. Tu l'as quand même senti, ça, sur le Tour de France, le premier? Ouais, je l'ai quand même senti. Quand on fait son premier tour, il y a toujours beaucoup d'attractions autour de soi. J'ai jamais, le jour où c'était annoncé que j'allais faire le tour, j'ai jamais reçu autant de coups de téléphone de journalistes ou des choses Hmm. comme ça. Mon téléphone, il a sonné tout le temps, tout le temps, tout le temps, les 2, 3 jours avant de partir, où c'était annoncé. Je pensais que j'allais profiter un peu de ma famille, de mes proches, juste avant le départ. Et au final, bah, j'étais tout le temps au téléphone à répondre à des journalistes, etc. Donc, il y a beaucoup d'attentes et de pression à ce niveau-là. Comment tu gères justement le fait d'être cycliste professionnel, mais aussi d'avoir une vie perso à côté quand voilà, les journalistes rentrent dans le cercle ou des choses comme ça? C'est plus compliqué ou tu arrives à faire la part des choses? Je pense que c'est important de faire la part des choses et de savoir les moments opportuns où c'est possible et les moments où il faut dire non. Bah, pour donner l'exemple du tour, le premier tour, j'ai répondu à tout le monde. Le deuxième tour, j'ai coupé mon téléphone avant de partir et j'ai répondu à personne et je voulais juste profiter du moment avec mes proches parce que j'étais un peu, pas frustré, mais c'est quand même, les proches, ils font aussi beaucoup de sacrifices pour être avec nous. On a une vie tellement particulière, on n'est pas souvent à la maison, etc. Donc les moments qu'on peut passer avec eux, c'est quand même super important, surtout des moments comme ça, de bonheur comme ça. Donc j'ai coupé mon téléphone jusqu'au moment où je suis parti, et puis après, quand j'étais à l'aéroport ou à l'hôtel, là, j'ai Ouais. répondu à tout le monde. Mais j'avais un peu que ça à faire, donc je pense que c'est important de savoir mettre des limites et de savoir rendre aussi à ses proches les sacrifices qu'ils font et de profiter avec eux, c'est super important. Ouais. Combien de jours par an t'es à la maison réellement, chez toi? Sans les stages. J'ai jamais compté précisément, mais moi, une saison normale, c'est 70 jours de course. 70 jours de course auxquels il faut rajouter les jours de voyage. Donc souvent, on part 2 jours avant la course. Plus on rentre pas souvent le soir même, on rentre souvent le lendemain. Plus des stages quasiment toute l'année. Donc je pense qu'il y a au moins le minimum du minimum, ça doit être 200 jours de course, 200 jours de l'année où je suis pas à la maison. Et ça peut monter encore plus haut. Comment tu gères ton équilibre de vie justement quand t'es un peu en off, loin du vélo, près de tes proches, chez toi? Bah, quand je suis loin du vélo, je coupe vraiment complètement avec le vélo. Bah, ça reste ma passion, etc. Mais quand je suis loin du vélo, j'ai envie de profiter de mes proches, de mes amis, de ma famille. Et là, du coup, je pense pas au vélo, je parle pas vélo, je regarde rien en rapport avec le vélo, je vais quasiment pas sur les réseaux parce que mes réseaux, c'est quasiment que du Que du vélo. vélo? Donc, ouais, pour moi, en tout cas, pour mon équilibre, c'est important de couper complètement avec ça et de penser à autre chose.
et profiter de voir mes amis, passer du temps avec ma copine, voir mes parents, etc. C'est des moments super importants parce qu'après on sait très bien que quand la saison elle reprend, c'est fini ces moments-là et on n'a plus la même vie, quoi. Donc c'est important d'en profiter tant qu'on peut. Quand t'es avec tes profs, avec tes proches, t'es assez restreint au niveau de l'alimentation, de tout ça, ou ça va, on t'autorise quand même, l'équipe t'autorise quand même à un peu. L'équipe, elle m'interdit jamais rien. Moi, t'as pas d'obligation. Après, on est quand même des adultes, on sait ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. Il y a aussi des moments où on peut le faire et des moments où on peut pas le faire. Et c'est chacun doit trouver aussi son équipe parce que trop se restreindre au niveau de la nourriture et des plaisirs comme ça, derrière dans la tête, on peut aussi complètement vriller et on peut complètement exploser et c'est là qu'on va craquer complètement et ça va pas du tout être bénéfique. Donc chacun doit trouver son équilibre. Moi, je sais que il y a des périodes où j'ai besoin d'être hyper sérieux et de vraiment faire attention à tout. Mais justement, dans ces périodes-là, j'aime pas trop sortir ou voir mes proches parce que quand je suis avec eux, j'ai pas envie de me restreindre. Et du coup, c'est plus facile si je suis un peu dans mon coin tout seul à faire mon truc. Et comme ça, j'ai moins de tentations ou des choses comme ça. C'est quoi tes passions en dehors du cyclisme? Le vélo, ça prend beaucoup de Ouais, ça prend place. beaucoup de temps, j'imagine, ouais. Non, après, j'aime bien le sport en général, vraiment tout type de sport. Mais j'ai pas développé énormément de passion en dehors du vélo parce que c'était ma grande passion quand j'étais petit. Et quand j'étais petit, je pensais vraiment qu'à ça, etc. Et aujourd'hui, comme c'est mon métier, ça me prend encore beaucoup de place et ça reste ma plus grande passion. Après, j'aime bien la nature, me promener en forêt, et regarder des animaux, des choses comme ça. Mais Côté naturel, quoi, un peu pour ça, ouais, côté ouais, naturel. la nature, ouais. Parfois, il y a certains coureurs qui se sont dit dégoûtés du vélo, à l'instar un petit peu de Clément Bétoussuire ou Alexis Brunel, qui revient professionnel, mais qu'avant, voilà, il avait un petit peu dégoûté du vélo. Est-ce que parfois tu as des moments de doute dans ta carrière qui t'ont fait peut-être penser à arrêter le vélo ou à vraiment être dégoûté de ce sport? Des doutes, on en a toujours, ça fait partie Du métier? du métier et de quand on fait quelque chose à ce niveau-là, on a toujours des doutes. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu des doutes. Enfin, très jeune, je pensais pas du tout à faire ça. Et puis après, quand j'étais chez les Espoirs, où je m'étais dit, ah, peut-être que j'aurais une chance un jour, c'est là où il y avait des périodes où j'aurais pu avoir des doutes. C'était pas J'ai eu des périodes assez compliquées chez les Espoirs, ça se passait pas très bien à l'école, etc. Donc, dans ma tête, parfois, j'étais pas super. Et oui, il y a des moments où j'avais des doutes. Et c'est sûr que quand le vélo prenait tellement de place dans ma vie, Mm. que du coup je sacrifie un peu mes études. Et là je me suis dit, si le vélo ça va pas, que tu as sacrifié tes études pour le vélo, tu vas te retrouver sans rien. Donc j'ai eu un choix un peu crucial de me dire, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je suis mieux d'arrêter le vélo pour faire mes études ou d'arrêter les études et pousser dans le vélo parce que j'arrivais pas à allier les deux, ça me demandait trop d'efforts et je m'en sortais pas dans les deux domaines. Et j'ai choisi d'arrêter les études et de continuer le vélo et puis ça a marché tout de suite donc ça m'a vraiment libéré d'un poids et c'est le principal doute que j'ai eu Mm. dans ma carrière, on va dire. Et c'est une question de choix finalement en fait, hein. C'était un... Oui, c'est ça, parce que après, quand j'ai fait ce choix-là, ça s'est tout de suite mieux passé dans le sport. Dans ma tête, j'étais vraiment mieux. Dans ma nutrition, tout se passait très bien et je me sentais Ouais. vraiment mieux. Tu as arrêté à quel niveau d'études? Mais j'ai commencé un DUT et j'ai fait un an et demi. Je le faisais en 3 ans parce que j'étais sportif de haut niveau et j'ai arrêté au bout d'un an et demi. Donc j'ai pas eu de diplôme, j'ai rien eu. Mais j'ai quand même fait un an et demi pour rien, on va dire.
Alors le vélo, malgré voilà, ça te prend quand même beaucoup de place. Est-ce que tu as un moment précis qui t'a le plus marqué que tous les autres? Bah, ouais, quand même, le plus, le moment le plus fort dans ma vie de cycliste, je pense, c'est aussi quand je suis rentré sur le vélodrome de Paris-Roubaix. Mhm. C'est ouais, c'est indescriptible comme moment, c'est encore plus fort que quand je suis rentré sur les Champs-Élysées, j'avais les frissons qui traversaient tout mon corps, c'était vraiment incroyable comme sentiment. J'ai eu la chance de faire cette course quand j'étais en école de vélo, où j'étais tout Le petit, mini où on Paris-Roubaix. part, oui c'est Ah ça, ouais, on ça c'était part le top ça. peut-être 15 km du vélodrome et on fait tout le même final que les pros avec l'arrivée sur le vélodrome, pareil. Et là, j'avais déjà eu, je sais pas, j'étais tout petit, j'avais déjà eu des frissons partout dans mon corps, et ça m'a fait la même sensation, peut-être 15 ans après, en le faisant chez les grands. Et là, ouais, c'était vraiment incroyable. Du coup, enfin, ouais, ça reste un moment particulier dans ma tête. Paris-Roubaix, c'est pas la reine des classiques pour rien. C'est vraiment une course à part, différente de tous les autres classiques. Ouais, c'est brutal. C'est vraiment brutal. C'est long, dur, et les pavés, ils sont vraiment méchants. Plus que sur le Tour des Flandres ou des courses comme ça, parce que les courses en Belgique, c'est des pavés qui sont un peu plus beaux déjà, et en montée surtout, donc on passe beaucoup moins vite. Paris-Roubaix, c'est un peu une course de détraqué, parce que c'est pas du Il tout faut. adapté pour rouler avec nos vélos à 50 km/h. Mais on le fait quand même depuis des années et des années. Et, ah, c'est une course particulière, ouais. C'est ta classique préférée? Ouais, moi, c'est ma course phare, c'est Paris-Roubaix. Mais déjà, depuis tout petit, c'est la course que je préfère regarder. J'ai toujours eu une attache particulière avec cette course. Donc, avoir eu la chance d'y participer et que ça se passe plutôt bien, ouais, c'était incroyable. Tu as fait un top 15 en 2022, il me semble. Oui, Et Laurent Pichon fait huitième. oui. Euh, Cette édition, cette course-là, c'était fou pour toi. Ouais, bah, c'était fou, surtout que moi c'était mon deuxième et Laurent c'était son premier Paris-Roubaix alors que non il l'avait fait une fois mais il y a très longtemps au début de sa carrière et là c'était une de ses dernières années donc il savait pas s'il allait y retourner mais il voulait retourner à Paris-Roubaix avant d'arrêter sa carrière et la veille, l'avant-veille, quand on a fait les reconnaissances, il avait peur. Et je me souviens, j'étais tout jeune et c'est moi qui essayais de le rassurer un peu, etc. Le matin, il est monté dans le bus, lui qui est toujours hyper souriant, toujours une blague, etc. Il est monté dans le bus, le visage Stress. fermé, pas un mot. Je l'avais jamais vu comme ça. Et au final, il voulait absolument être dans l'échappée pour éviter d'avoir à frotter pour se placer avant les secteurs, etc. Donc il a réussi à être dans l'échappée, et puis il s'est fait reprendre par les favoris au fur et à mesure. Et ensuite, il a réussi à aller au bout. Et moi, derrière, j'étais un peu avec les favoris jusqu'à ce que ça pète vraiment. Je me suis retrouvé dans le deuxième gros groupe de favoris. Et je me suis pas mal débrouillé. Et puis on était peut-être une dizaine dans le groupe. Et juste avant d'arriver sur le vélodrome, il y a un groupe de 20-25 coureurs qui sont rentrés sur nous. Je me suis dit, ah non, j'ai pas fait tout ça pour faire Mhm. 40e une fois que je suis arrivé là. Et du coup, j'ai fait vraiment un bon sprint. Et au final, j'ai fait deuxième du groupe. Donc, ouais, c'était un bel aboutissement. Ouais, C'est un objectif prochain ouais de gagner forcément. un Paris-Roubaix. Bah, moi, pratiquement l'objectif de ma carrière. Si un jour j'ai la chance de gagner une grande classique, j'aimerais bien que ce soit Paris-Roubaix. C'est pour moi la plus belle et j'ai envie que ma carrière elle prenne un tournant sur les Flandriennes parce que c'est des courses où je peux performer et qui me plaisent. Donc ouais, j'ai envie de marcher sur ce genre de course et notamment Paris-Roubaix, pour moi la plus belle. Ouais. Donc en 2025, ton objectif sera Paris-Roubaix et les classiques, Ouais, principalement. ouais, ouais. En tout cas en début de saison. Ouais.
Ça fait quand même maintenant 5 ans que tu es chez les professionnels. Est-ce que tu as quand même des complicités avec d'autres coureurs de ton âge ou dans le peloton, à force de faire des courses ensemble? Est-ce que tu t'es fait, entre guillemets, des potes, des amis dans le vélo? Bah oui, forcément. On passe beaucoup de temps ensemble, on dort ensemble à l'hôtel, etc. Donc on se fait forcément des amis, principalement dans l'équipe, même si j'ai un peu d'amis aussi dans d'autres équipes, mais c'est principalement des gars avec qui j'ai couru chez les espoirs ou chez les juniors, avec qui j'étais en sélection, etc. Donc plutôt des coureurs de ma génération. Et après, bah, dans l'équipe, ouais, je m'entends notamment super bien avec Simon Guglielmi, qui était aussi de ma génération, et on a vraiment une bonne complicité ensemble, et on aime bien se charrier l'un et l'autre, et c'est vraiment une super belle personne. C'est ma plus belle rencontre dans le peloton. Ouais. Tu penses que du coup, le fait que tu changes d'équipe cet hiver, pour la saison 2025, ça va casser quelque chose entre vous ou vous avez toujours essayé de vous voir quand même malgré le haut Bah, niveau? ça va être différent parce qu'on sera plus dans la même équipe, on sera adversaire, mais on restera toujours des amis, même si on va se voir moins forcément parce qu'on va plus être ensemble sur les courses, etc. Mais ça reste un ami, ça changera rien. Alors il y a un débat, et il y a un débat depuis cette année concernant le niveau de performance, le niveau d'exigence et aussi le niveau du peloton qui est de plus en plus élevé. On a vu voilà, sur le dernier Tour de France que les coureurs bouclaient les étapes à des moyennes records, à des temps records, que le peloton allait de plus en plus vite, des grosses chutes aussi, dues à cette vitesse, sur le critérium de Dauphiné, le Tour de Catalogne. Euh, Quel est ton avis là-dessus? Tu penses que le vélo va être un sport qui va comporter des limites dans l'avenir? Bah, tous, enfin, il y a des limites partout, et on essaie tous de repousser ces limites. C'est le principe même du sport de haut niveau, c'est d'aller toujours plus vite, toujours plus haut, ou taper toujours plus fort, etc. Donc c'est sûr que ça roule de plus en plus vite. À chaque course, tous les ans, on bat les records de vitesse moyenne, etc. Mais il y a aussi eu beaucoup d'évolutions en termes de matériel. Les vélos, ils sont plus du tout comme il y a 10 ans. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup changé. Après, il y aura forcément des limites. Après, c'est à l'UCI d'un peu légiférer là-dessus, parce que les équipes, elles vont toujours chercher à s'améliorer, parce que à côté, bah, l'autre équipe, elle est aussi de plus en plus forte. Donc, tout le monde veut garder un peu sa place, et ceux qui sont un peu en dessous veulent progresser. Donc, tout le monde va chercher à monter et à progresser. Donc après, c'est en fonction des règles qui sont mises en place, etc. Et je pense que c'est à l'UCI de légiférer sur certains points, mais il y aura forcément toujours des limites. Nicolas G nous parlait de ça dans notre vidéo, on était à sa rencontre, aussi des jeunes coureurs qui sont de plus en plus jeunes, arrivés très vite dans les pelotons professionnels, que la science avait vraiment pris un réel contrôle sur le cyclisme, que plus en plus de stages, l'altitude pour beaucoup de coureurs. Romain Bardet et Warren Barguil, ton ancien coéquipier, disaient même que maintenant, en fait, une prépa que tu faisais il y a 5 ans, maintenant ça va au top 15, top 20 sur un grand tour. Et ça représente un côté assez grisant pour le grand public. On l'a vu notamment sur le dernier Tour de France, encore une fois, où les gens étaient un petit peu parfois dégoûtés des grosses équipes qui contrôlent la course, qui verrouillent et qui mettent vraiment dans le mal les petites équipes et les coureurs qui se battent. Est-ce que tu penses, toi, en tant que jeune coureur, que si tu avais 18 ans maintenant ou 19 ans, tu te sentirais dans un peloton professionnel maintenant et de faire les plus grandes courses mondiales? Je pense que si j'étais un jeune qui arrivait maintenant, je sais pas si j'aurais réussi à arriver au niveau qu'il fallait pour passer chez les professionnels. Parce que moi, je suis encore un peu, je suis encore jeune, mais je suis un peu de la génération d'avant. Je suis pas tellement porté là-dessus. J'ai toujours fait du vélo pour m'amuser, sans me prendre la tête. Je faisais ce que l'entraîneur il me disait de faire, et puis voilà, sans trop me prendre la tête. Aujourd'hui, les juniors, ils sont déjà supervisés par les staffs des équipes professionnelles. Ils sont déjà recrutés chez les cadets. Ils ont tout le matériel, tout est mis en place pour qu'ils performent. Préparation mentale, nutritionniste, etc. Donc, ils arrivent chez les pros, ils sont déjà pros depuis 4 ans. Donc, ils ont déjà moins de marge de progression. Et moi, j'aurais pas trop aimé ce côté-là, je pense.
Maintenant que je suis pro et que je suis un peu plus grand, ça me dérange moins de me mettre à cette page-là, de faire des stages, etc., de vivre vraiment une vie de moine et puis faire tout au millimètre dans ma vie. Mais quand j'étais jeune, j'aurais pas vraiment aimé, non. Ouais, c'est quelque part, on pourrait dire que maintenant c'est plus l'exigence, à un tel point qu'on prend plus forcément trop de plaisir et trop d'amusement comme tu pourrais Ouais, c'est ça. comme tu pourrais le dire, hein, tout simplement. Cet hiver, donc tu changes d'équipe, tu pars de Arkea BNB Hotel pour aller donc dans une structure étrangère, l'Israël Primetech. Euh, Quelles ont été tes motivations pour faire ce choix? Bah, j'arrivais un peu en bout de course chez Arkea. Je sentais que j'avais besoin d'un renouveau, de redynamiser un peu ma carrière, travailler avec d'autres personnes, etc. Moi, j'ai toujours ce besoin de découverte qui est vraiment important dans ma vie. Ça me guide un peu. Et ça faisait déjà quelques temps que dans ma tête, j'avais réfléchi à changer d'équipe parce que je sentais que ça allait être le bon moment pour le faire. Et voilà, après, j'ai eu une proposition, on a bien accroché sur le projet sportif, etc. Donc, ouais, ça s'est fait un peu comme ça, mais je suis vraiment content de ce choix et j'ai hâte de découvrir toutes ces nouvelles choses qui m'attendent. Alors comment ça se passe un petit peu en fait l'entre-deux, entre cette saison 2024 qui se termine et cette saison 2025 qui va commencer. Voilà, donc c'est fini avec Arkea, mais donc dès le début, tu prends contact avec la nouvelle équipe, on t'envoie le matériel, le vélo, etc. Et tu pars en stage. Comment ça se passe un petit peu tout ça? Moi, c'est ça, dans le vélo, c'est un peu. Les contrats sont un peu faits bizarrement parce qu'on est en contrat jusqu'au 1er janvier. Mhm. C'est des années civiles. Sauf que on travaille pas sur le calendrier civil pour les programmes de course, etc. Donc, c'est encore Arkea qui me rémunère jusqu'à la fin de l'année civile en cours, même si j'ai presque plus aucun contact avec eux. J'ai quand même fait un débrief de ma saison avec mon entraîneur, on a fait une visio, on a pas mal discuté, mais pratiquement le jour où tu passes ta dernière ligne d'arrivée, c'est fini avec ton équipe et voilà, tu commences directement à travailler avec la nouvelle équipe. Même avant que la saison se termine, tu travailles déjà avec la nouvelle équipe pour leur envoyer tes cotes de ton vélo, tes tailles de maillot, etc. Donc c'est un peu particulier et nouveau pour moi, mais ça se passe plutôt bien. Et la barrière de la langue, une équipe étrangère, ça va te changer toutes tes années passées en France, des amateurs jusqu'aux professionnels. C'est une inquiétude? C'est pas une inquiétude, c'est sûr que bah il va falloir parler anglais, donc c'est pas une inquiétude, mais c'est aussi quelque chose que je cherchais. J'avais envie de justement de sortir de ma zone de confort, aller à l'étranger pour devenir complètement bilingue. J'ai quand même les bases plus ou moins scolaires. J'arrive à peu près tenir une conversation, même si bah, je sais qu'il va falloir bosser un peu. Et le premier stage, ça va sûrement être un peu fatigant, mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On s'en sort toujours, on arrive toujours à se faire comprendre. J'ai déjà eu des appels ou des choses comme ça, tout en anglais. Et ça s'est bien passé. Donc, non, ça me fait pas peur plus que ça. Et je pense que justement, il faut le prendre assez tranquillement. J'ai vu pas mal d'étrangers venir dans notre équipe. Et du coup, comme ils étaient, enfin, quand on est dans une équipe française, on parle français. Donc ils devaient se mettre au français et bah au début ils ont pas forcément un français hyper correct, ils font pas mal de fautes etc. Mais tant qu'on arrive à les comprendre, c'est le principal. Donc je me dis que tant qu'ils arrivent à me comprendre, même si mon anglais il est pas parfait, c'est pas très grave tant que je les comprends et qu'ils me comprennent, ça devrait aller. Quels seront les objectifs pour cette année et cette saison 2025 qui arrive pour toi, cette nouvelle équipe? Bah bien me relancer déjà le début de saison ça va être important. J'ai envie de refaire une saison complète. euh, sans blessure, sans problème, etc. Donc reprendre de la confiance que j'ai perdue au fur et à mesure du temps, retrouver mon vrai niveau et puis regagner des courses forcément.
encore plus que ce que j'ai fait et performer sur les classiques flandriennes, surtout en début de saison. Et voilà, ça va être un peu ça les objectifs. Le Tour de France en Normandie pour cette édition 2025, très proche de chez toi, Rouen, etc. Il fera d'ailleurs beaucoup d'étapes en Normandie. C'est un objectif. Oui, c'est forcément un objectif. J'espère être au départ. J'ai pas mal d'attaches aussi dans le nord, donc il y a tout le début du tour. Je connais quelqu'un qui habite à moins de 5 km du parcours, donc ouais, c'est sûr que c'est un objectif. J'ai envie d'y retourner, même si il n'y a pas que cette course-là. Ça reste une très très belle course et j'ai envie d'y reparticiper. Quand on y goûte. Après, c'est dur de... Proche de la maison en plus. Et là, oui, c'est sûr, ça passe au plus près à 20 km d'ici. Le final, l'arrivée à Rouen, ça fait 13 ans que ça n'a pas eu lieu. J'ai même pas le souvenir, moi, d'aller voir cette étape quand j'étais petit. Donc, j'ai la chance que le tour passe chez moi et en étant en activité, en ayant la possibilité de peut-être y participer. Donc, c'est sûr que c'est un objectif. J'espère faire un bon début de saison pour justement rentrer dans la sélection de l'équipe. Ouais. Et en septembre 2023, tu as connu aussi les joies d'accompagner un leader, puisque Christophe Laporte est devenu champion d'Europe et tu étais dans l'équipe. Oui. L'équipe de France, à l'avenir, sera aussi important pour toi de regoûter à ça. Ouais, bah, une sélection, c'est toujours un moment important. C'est un maillot qui se respecte. Moi, ça m'a permis, quand j'étais jeune, de vraiment progresser. Quand j'étais junior, je suis persuadé que grâce à l'équipe de France, je passais des caps monstrueux. Je serais jamais arrivé là où je suis sans ça. Donc, ouais, c'est toujours super plaisant de représenter son pays. Et bah, j'ai eu la chance de le faire au championnat d'Europe en 2023 avec Christophe. En plus, on a gagné. Donc, ouais, c'était vraiment un moment sympa. Avec des, partager des moments super intenses avec des gars avec qui on n'a pas forcément l'habitude de partager des choses. C'est aussi super intéressant. Et j'ai pu voir un peu Thomas Vauclair en tant que DS. Donc, ouais, c'était vraiment, vraiment super intéressant. Et c'est sûr que j'espère refaire quelques sélections dans le futur. Ça fait toujours quelque chose d'enfiler le maillot bleu de l'équipe de France. Ouais, c'est toujours un honneur. Représenter son pays, c'est quand même incroyable. En plus, bah, on a eu la chance de gagner, chanter la Marseillaise, Ouais, c'est le profiter du podium. podium. C'est quand même un moment fort dans une vie. Ouais, j'ai passé une super journée et j'aimerais bien y regoûter. Ouais. On va passer à un dernier petit jeu. Ça s'appelle en fait les 10. Donc, j'ai posé plein de petites questions, et puis tu vas me répondre avec la plus grande honnêteté. Alors, ton plat préféré, Mmh. Oh, les burgers. ton pays coup de cœur, Bah, avec le vélo, on voyage pas mal, donc on a cette chance-là, mais je pense que c'est un pays pas très loin, un pays frontalier. J'aime vraiment bien l'Espagne, la façon de vivre des gens, etc. C'est vraiment un pays qui me plaît. la saison 2025 de Mathis Louvel sera Un renouveau. ton sport préféré en dehors du vélo, Ah, ça c'est pas facile. Euh, depuis quelques années, j'ai vraiment pas mal accroché sur la Formule 1 depuis la série Netflix. c'est qui ton pilote préféré? Mon pilote préféré, je pense que c'est Charles Leclerc. Ouais. Ouais, même pas les deux Normands, Pierre Gasly et Ocon, c'est Ah pas... si si, je les aime bien. Pierre Gasly, Ouais, pas très loin. il est originaire de Mont-Saint-Aignan, c'est à 20 km d'ici, donc ouais, j'aime bien, mais je préfère Charles Leclerc Tu quand as même. déjà rencontré un petit peu, non, entre sportifs normands, non? T'aimerais bien un jour, pourquoi pas faire un Ouais, petit événement comme ouais, j'aimerais bien, ce serait incroyable. ça peut être sympa. Ta musique préférée? Moi, j'aime pas mal le rap français. Pas trop actuel, je suis resté un peu sur Vald, Orelsan, Ouais, des chanteurs comme ça. oh, ça, normand en plus. Ouais. Si tu n'étais pas coureur professionnel, tu serais. Pouf, ça, je sais pas du tout.
Honnêtement, je sais pas du tout ce que je serais devenu. J'aurais sûrement fait un métier dans le sport. sport toujours parce que c'est ce qui m'anime. Mais bon, honnêtement, je pourrais pas dire. Quel est ton rituel d'avant-course? C'est un petit truc que tu fais toujours souvent, un petit quelque chose. Tout le temps, enfin, je me prépare, on fait toute la préparation, etc. Je mets mes dossards, le briefing et tout ça. Et juste au moment de descendre du bus, je fais toujours ça. Je vais prendre un café et j'envoie un message à ma copine et après je m'en vais. Ton idole étant petit. Mon idole, moi, quand j'étais petit, c'était Andy Schleck. Mathis Louvel en un mot. Timide. Quelle devrait être la prochaine personne à être interviewée? Ah, pourquoi pas demander à Arnaud Desmar. Bah écoute, merci beaucoup Mathis Merci à pour vous. cette interview. Ça m'a Merci. fait très plaisir de pouvoir te mettre en lumière et de pouvoir écouter toutes tes anecdotes. Je te souhaite beaucoup de réussite pour la suite. J'ai un dernier petit quelque chose à te demander. Pour tous les jeunes coureurs cyclistes qui nous regardent, les jeunes sportifs, est-ce que tu aurais un petit message pour eux aujourd'hui? Bah, toujours s'amuser sur le vélo, c'est super important. Toujours trouver du plaisir, même si c'est dur, qu'il pleut ou quoi que ce soit. Toujours s'amuser sur le vélo, c'est le plus important, c'est ce qui compte le plus. Merci beaucoup Mathis. Merci d'avoir écouté cette vidéo ou ce podcast, c'est en version audio. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et aussi Instagram, Facecam. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Merci à tous. Salut.